Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une puce de chez Analog Device qui est sortie cette année et qui semble être extrêmement intéressante si on veut faire un peu de traitement du signal à base de DSP sans se coltiner toute la batterie de périphériques et de gestion annexes typiques à des microprocesseurs en général qui sont souvent complexes, qui sont difficiles à router, qui nécessitent quasiment de faire des cartes mères autour d'un DSP. Et Analog Device a sorti ce produit-là avec on va dire une configuration, une topologie extrêmement adaptée au traitement numérique du son, avec des entrées-sorties purement numériques pour travailler en tant que, on va dire, processeur pour manipuler des nombres et appliquer des algorithmes de traitement du signal standard. Et cette puce est avant tout une puce extrêmement facile à mettre en œuvre au niveau du hardware. Alors ici, j'ai la platine d'évaluation que l'on peut acheter autour de cette puce. Alors cette puce, c'est l'ADAU 1452. Alors il y en a trois dans la série, 50, 51, 52, qui se différencient par la mémoire, par le fait qu'à 52, 51 ont des convertisseurs de fréquence d'échantillonnage asynchrone, ce qui peut être extrêmement pratique lorsqu'on veut mixer différents types d'entrées-sorties. Et en fait, on peut obtenir cette platine d'évaluation qui pas excessivement chère, il faut compter à peu près 200 € avec la platine, l'interface USB, les câbles, la lime, tout ça. Le logiciel, lui, doit être tout ce qui est développement doit être téléchargé sur le site de Analog Device. Donc, ouais, c'est une petite plaque là, hein, qui fait à peu près une dizaine de centimètres sur 6, quelque chose comme ça. C'est une plaque complètement autonome qui, au-delà de la simple puce elle-même, comprend un codec ici qui permet de rentrer et sortir en analogique, en plus de travailler avec des entrées numériques. Alors, tous les points de travail, que ce soit des points où on mesure, des points où on rentre, où on sort des valeurs, sont disponibles via des petits connecteurs comme ça sur lesquels on peut attacher des sondes pour voir ce qui se passe. Ce sont des entrées-sorties. Tout est ouvert de telle sorte qu'on puisse vraiment travailler dans tous les cas de figure sur une plaquette complètement autonome. Alors il y a des entrées avec des jacks, ici en dessous de la plaque des amplis-op pour travailler sur les signaux. Ici on a les entrées directes alors ici on est sur les sorties. On a les sorties directes des DAC. Ici on est du côté des entrées, donc on a les entrées ainsi que les entrées directes des ADC. Et il y a toute une section d'amplification ici de ce côté-là. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Bon, le codec qui gère les entrées-sorties, tous les DAC et les ADC sont dans le codec. Cette puce-là est purement numérique. Elle ne contient qu'un ADC qui est purement utilitaire, qui ne sert pas à travailler sur le son ou acquérir du son en soi. C'est plutôt un ADC utilitaire qu'on peut mettre autour pour faire des différentes opérations. Donc, c'est une carte toute simple, avec très peu de composants, et qui fait tout et qui est assez universelle, qui permet a priori de faire tous les traitements possibles imaginables, multicanal, sur un nombre de canaux d'ailleurs assez important. Hein. Il peut travailler sur des tas de signaux multicanaux jusqu'à 8 canaux. Il a 4 entrées, d'après mes souvenirs, 4 entrées multicanaux. Donc il peut vraiment travailler sur beaucoup de canaux en entrée. Il peut en sortir un certain nombre aussi. On peut faire toutes sortes de combinaisons. Voilà, donc c'est une puce assez universelle et c'est, à ma connaissance, la seule qui fonctionne dans cet état d'esprit. Et elle fait partie de la série de puces de chez Analog Device qui sont les puces Sigma DSP. Alors c'est un nouveau produit qui vient s'ajouter à l'ancienne gamme Sigma DSP. Le seul avantage par rapport aux autres ici, c'est qu'elle est beaucoup plus puissante. Parce que le problème des puces Sigma DSP, c'est que ce sont des tout petits machins qui finalement ne font pas grand chose. Donc celle-là sort un peu du lot dans cette gamme-là. Et c'est pour ça que quand j'ai vu l'apparition de ça m'a tout de suite intéressé. Parce que ça collait exactement à ce que je cherchais a priori pour essayer de mettre en place quelques projets. Ça correspondait exactement à le style de chip que je voulais trouver, un truc pour travailler sur des chiffres, des nombres, et faire des algorithmes dessus. Sans tomber dans tout le bordel du DSP complet, qui lui demande beaucoup de travail extérieur, en plus du travail de calcul en lui-même. Donc ça, c'était vraiment un truc très intéressant. Malheureusement, dès lors que j'ai reçu la plaque, j'ai commencé à travailler avec ça. Malheureusement, bon bah là je suis obligé de le dire, c'est quelque chose qui est complètement nul, ça n'a aucun intérêt.
ça a des limitations tellement fortes que je ne vois même pas à quoi ça peut bien servir exactement dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu sérieux. C'est un jouet, ça peut être utile pour faire 3-4 bidouilles. Malheureusement, il a des limitations assez extravagantes et on va regarder ça un peu plus près en regardant un peu les datasheets et en regardant un peu le plateforme de développement associée à cette puce. Alors donc ça c'est le PDF associé, c'est le datasheet associé à cette puce, qui est un datasheet qui a à peu près 200 pages, ce qui est petit pour un DSP. Habituellement, on serait plutôt dans les 500, 600, 800 pages, parce que les DSP, ça contient du hard, ça contient du soft, ça contient des instructions, des tas de spécificités qu'il faut exprimer, il faut expliquer, décrire. Donc ça fait toujours des datasheets extrêmement longs. Là, le datasheet est plutôt court. Alors, ici, j'ai la structure interne de cette puce qui fait vraiment qu'elle est différente de ce qu'on peut trouver habituellement sous la forme d'un DSP. Donc, elle a bien son DSP central qui est à peu près à 300 MHz. Hein. Elle a sa mémoire interne complètement intégrée. Il n'y a pas besoin de mettre de mémoire extérieure, sauf une mémoire pour démarrer. Hein. C'est juste la mémoire qui permet d'avoir le code de boot extérieur que l'on peut faire rentrer directement, évidemment. C'est juste une entrée sérielle standard. Hein. Donc, il a tout un système d'entrée et sortie numérique, donc 48 canaux disponibles en entrée et en sortie, et tout un système de sélection de combinaison d'entrée-sortie qui est assez universel. Au milieu, on a des convertisseurs de fréquence d'échantillonnage asynchrone qui permet vraiment de rentrer dans n'importe quel débit, de travailler dans un débit et puis ressortir dans un autre. Ça permet de faire beaucoup de choses. D'autant plus que ces ASRC sont d'excellente qualité. Ils se rapprochent des SRC style Burr Brown de l'époque, de haute qualité et vraiment assez efficaces. Ils n'ont pas mis des trucs bas de gamme dedans. Globalement, ce matériel est assez haut de gamme en interne. C'est un DSP qui travaille sur les instructions SIMD, les instructions vectorielles. Il travaille en 32 bits, que ce soit en entier ou en virgule fixe. Il est quand même assez évolué dans son genre. Et il permet de faire en soi potentiellement beaucoup de choses. Il a tout un système de gestion d'horloge. C'est extrêmement intéressant. Un système de jitter, des générateurs d'horloges. On peut avoir des horloges extérieures, intérieures. On a des PLL pour faire tourner le DSP à certaines valeurs. On a tout un système, bien sûr, d'I2C, d'SPI, tout ça pour attaquer le truc avec un microcontrôleur. Un régulateur pour pouvoir alimenter le noyau à 1,2 volts via simplement un transistor extérieur, une protection température, etc. Entrée-sortie SPDIF, limitée à 96 kHz. Bref, il y a vraiment exactement la structure idéale d'un DSP totalement dédié à l'acquisition et restitution audio sans tous les périphériques extérieurs des DSP standards. Malheureusement, c'est super attrayant, c'est super intéressant. Quand je suis tombé là-dessus, je me dis c'est exactement ça qu'il me faut. Donc je suis sauté directement sur la carte d'évaluation et j'ai acheté direct. Super. Et là, j'ai commencé à travailler dessus. Et il y a des trucs qui auraient dû un petit peu éveiller quelques alarmes. La première chose, en découvrant en fait la gamme de ces Sigma DSP, c'est qu'ils ont une mémoire ridiculement petite. Mais c'en est à un point où ça devient grotesque. Alors celle-là est un peu moins grotesque que les autres, parce qu'il y en a, c'est carrément, il y a 500 instructions de mémoire. On se demande bien, enfin, c'est vraiment délirant. Celle-là a 8000, enfin quand j'ai 8000 instructions, c'est même pas vrai. Parce qu'en fait, il a 8000 mots, donc 32 bits, 8192 mots de 32 bits de mémoire programme. Je ne parle pas de données. Mais une instruction peut faire soit 32, soit 64 bits. Donc, en fonction du type d'instruction, etc., on va se retrouver au maximum entre 4000 et 8000 instructions disponibles. En pratique, on est à peu près dans les 6000. Donc, on n'a que 6000 instructions. Alors que quand même, c'est une belle puce, quoi. Alors ça, c'est la mémoire programme. C'est quand même... même mon curseur de souris en lui-même, il rentrerait même pas dedans, quoi. Après, il y a une mémoire de données, ce qu'ils appellent des Word ici, en fait c'est des blocs de 32 bits, on a 40 000 cases de données, ce qui là est moins ridicule.
Ce sont simplement essentiellement des paramètres, les paramètres des différents blocs fonctionnels que l'on peut utiliser avec ce DSP. Alors ça c'est la première chose, c'est que la mémoire est minuscule. On se demande bien pourquoi, vu qu'il y a des DSP qui coûtent que quelques dollars et qui sont directement avec 256 kilobits de mémoire directement, sans compter toutes sortes de mémoires EEPROM, des mémoires de travail, des mémoires vives habituelles. Enfin, on peut trouver vraiment pour quasiment rien des DSP ou des microcontrôleurs qui ont des mémoires absolument énormes par rapport à ça. Donc ça, c'est vachement étonnant. Il y a très très peu de mémoire dans ce truc-là. Mémoire programme. Hein, je parle de mémoire programme. Alors, en fait, au-delà de ça, quand on veut commencer à faire un peu des choses avec, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller évidemment aller chercher tout l'environnement de développement qui lui est gratuit. Hein, contrairement aux environnements de développement de chez Analog Device, de DSP traditionnels qui réclament des compilateurs, des choses comme ça qui peuvent coûter très cher au niveau des licences. Mais ce truc-là, il utilise un programme qui est Sigma Studio. Bien, donc ça c'est Sigma Studio. C'est l'environnement de développement de cette puce. C'est un environnement gratuit, donc je l'ai dit, et c'est un environnement universel qui convient pour toute la gamme ainsi que pour d'autres DSP. Alors c'est un environnement qui est assez particulier dans le monde du DSP, c'est qu'il est entièrement graphique, c'est-à-dire qu'on peut développer des choses sans aucune ligne de code. Alors je vais partir d'un nouveau document adapté. Alors là c'est toutes les puces supportées par cet environnement-là. Donc on va prendre la puce en elle-même. Donc je dis dans ce truc-là que je prends cette puce-là. Ici, là je n'ai pas branché la carte, hein, mais ici on indique où la carte sur quoi elle est branchée, etc. Bon, ça c'est tout ce qui est hardware sur lequel la puce est branchée. Ici ça va être un truc USB, et ici c'est la puce en elle-même. Et à partir du moment où on a sélectionné une puce, eh bien, quand on va sur le schéma, on se retrouve avec, pour cette puce-là, tout un lot de fonctions. En fait, des tas de trucs, des tas de fonctions de toutes sortes, qui sont des blocs que l'on dépose dans le schéma et qu'on câble entre eux. Alors bien entendu, par exemple, je vais faire un simple exemple de filtre tout bête. On commence par les entrées-sorties, donc les entrées. Alors, on a 48 entrées au total, donc je vais prendre le lot des 15 premières, je vais utiliser les 2 premières entrées. C'est-à-dire que je vais travailler la carte en stéréo. Ici, j'ai tout le lot des entrées disponibles. Vu de la carte, enfin vu de la puce, il y a 4 lignes d'entrée, chacune ayant 16 canaux. Alors donc je vais utiliser la première entrée et j'ai utilisé seulement les 2 premiers canaux. Ici, après, il y a un superbe bloc ultra, on va dire haut niveau, qui est dans les filtres, un fil de crossover, 3 voies. Et ici, on rentre. Je vais en mettre un par canal. Donc, j'ai utilisé 2 filtres associés à ces trucs-là, et je vais sortir sur 2 sorties. Voilà. Donc, en gros, ici, ce qui se passe, c'est que je prends les 2 premières entrées numéro 0 et 1, je vais les faire passer dans 2 filtres, et je vais sortir. Alors ici, je vais avoir besoin, en fait, de 6 sorties. Évidemment, parce que j'ai pris des filtres 3 voies. Donc, je vais prendre 3 sorties d'un côté et je vais prendre 3 sorties de l'autre. Donc, en fait, on modélise complètement la topologie du système que l'on veut faire. Donc, voilà. Donc là, ici, c'est facile. Maintenant, j'ai plus qu'à câbler. Hein. Il suffit de relier les entrées aux sorties. Donc là, je prends ici les entrées et ici, je prends les sorties des filtres et je les assigne aux sorties. Alors ça, c'est les sorties numériques, c'est-à-dire que ce sont les pattes de sortie de la puce. C'est-à-dire que ça va sortir sous la forme d'un flot numérique multicanal avec le résultat de ces calculs. Ici, le filtre, je peux dire qu'il va être à telle fréquence, de tel type. Il y a tous les types de filtres que l'on veut. Enfin, là, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut... c'est vraiment un bloc de très haut niveau
où on peut dire tout ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, rajouter des sections, on peut faire vraiment des tas de trucs. Voilà, c'est un truc de haut niveau. Et voilà, et ici on a un filtre. Et de l'autre côté, pareil, on peut faire son propre filtre, changer les fréquences de coupure, et on peut faire des tas de trucs, voilà. Donc, et en plus, ici, la courbe nord indique la superposition du tout, ce que donne le tout, tous les filtres, une fois cumulés. Donc, voilà, là, je viens en 2 temps 3 mouvements, créer un filtre 3 voies stéréo, calculé par DSP. Après, il me suffit simplement de compiler ce truc-là. Il va générer un code qu'il suffit d'aller insérer dans le DSP. Et puis, et voilà. Et après, le DSP, on le met en route et hop, il va prendre tous les échantillons d'entrée et il va les mouliner et les sortir sur les sorties en numérique. Après, les DAC et les ADC font leur boulot pour. Voilà. Donc là, j'ai fait un DCX en 3 minutes avec toutes les fonctionnalités possibles et imaginables. Donc là, on se dit, là, j'avoue, c'est ultra puissant. On peut avoir quelques statistiques sur ce truc. Parce que là, on peut avoir le nombre d'instructions, etc., la mémoire utilisée, etc., pour faire ce style de truc. On voit qu'il y a 239 cases mémoire sur les 8000 utilisées, parce qu'on a 117 instructions 32 bits et 64 bits qui prennent deux blocs mémoire. On a un peu de mémoire utilisée. La mémoire vive utilisée, c'est-à-dire la mémoire des paramètres, c'est la mémoire où on stocke les paramètres de ça, les paramètres des filtres et les paramètres de sortie. Et donc, cette mémoire-là, ce sont les mémoires des paramètres. C'est pas la mémoire des instructions. Il y a 40 000... il y a deux banques de mémoire de 20 000 chacune disponibles. Donc, on voit simplement ça, mais on n'a utilisé que 3% de la mémoire de la puce et finalement, très très peu, 1% de la mémoire, enfin 1% plus 1% de la mémoire paramètres pour ça. Donc en fait, pour faire un truc à partir d'un filtre, un simple filtrage de ce genre, en fait, on a besoin de très peu de mémoire. Alors ce sont des puces qui ont très peu de mémoire, mais d'un autre côté, je pondère quand même un peu ça par le fait que le code généré est extrêmement compact. Hein, en fait, leur discours est simple, c'est que eux, ils ont écrit des blocs optimisés pour faire un peu n'importe quoi comme topologie. Et ces blocs sont les plus petits possibles et ils sont juste enchaînés les uns aux autres et en fait on se retrouve vraiment avec le minimum d'instructions possible. Donc ça c'est bien, c'est extrêmement attrayant a priori parce que c'est facile à utiliser, on fait des trucs machin, vite fait, bien fait, on fait des filtres, on fait tout ce qu'on veut. Il faut bien voir qu'il y a énormément de choses là-dedans, on peut faire du calcul, on a on peut agir sur les échantillons entrants, mettre des retards, faire des calculs dessus. Dans les filtres, on a du filtre FIR. Je peux très bien rajouter dans le chemin. Je peux très bien insérer sur l'entrée, sur la sortie basse du premier filtre, un FIR ici avec un certain nombre de tapes. Alors le nombre de tapes est limité uniquement par la mémoire disponible. On peut aller jusqu'à plusieurs milliers si on veut. Et voilà, on peut vraiment créer des trucs vraiment pas possibles. Et ça a l'air super cool, super cool. Sauf que, malheureusement, la topologie est écrite en dur. Et ça enlève, je veux dire, les 3/4 de l'intérêt du truc. C'est-à-dire qu'une fois que c'est compilé comme ça, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus changer quoi que ce soit. La seule chose que l'on peut changer, et encore, on peut le faire, mais c'est manuel et c'est vraiment pas terrible comme mécanisme, on peut changer les paramètres, évidemment. C'est-à-dire que ici, le filtre, il a des paramètres écrits en dur. Là, quand je compile, les paramètres sont écrits en mémoire, en dur, prêts à l'emploi. Mais heureusement, vu d'un microcontrôleur, on peut accéder à ces cases mémoire et changer les valeurs. C'est-à-dire donc, on peut configurer de l'extérieur le filtre une fois le truc compilé. C'est un peu la moindre des choses quand même. Mais c'est pas... En fait, le problème, c'est qu'on a quelque part, alors je ne l'ai pas ici sur cette fenêtre-là, mais on a une table d'emplacement mémoire où sont stockés tous les paramètres, ça, etc., de chaque élément. Alors, le compilateur, c'est lui qui décide où les paramètres sont mis en mémoire, etc. Donc, à la fin, si je change un truc là-dedans, il faut que je reprenne à la main les emplacements des cases mémoire, éventuellement, et mettre à jour le programme du microcontrôleur pour qu'il aille chercher là où il faut.
Alors déjà, ça, c'est un peu limite, hein. Il devrait y avoir en fait une table utilisateur d'emplacement mémoire qui peuvent être fixées une fois pour toutes, comme ça on n'a pas à se poser de questions pour les trucs qui sont déjà faits, ils sont mis en mémoire à tel emplacement, et comme ça au microcontrôleur, j'ai pas obligé de recompiler à chaque fois éventuellement, parce que rien n'est garanti que quand je rajoute un élément, tous les autres restent au même endroit. C'est absolument pas garanti. Alors déjà ça. Mais pour moi, la limitation qui fait que ce truc n'a pas grand intérêt, c'est que la topologie elle-même, c'est-à-dire les branchements et tout ça, sont fixés une fois pour toutes et sont impossibles à changer. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment une limitation totalement délirante. Pourquoi? En fait, ça, j'ai fait un truc simple qui est ce qu'un commercial va faire pour vendre ce truc-là. C'est-à-dire, c'est la démo facile qui fait bien pour vendre des trucs. Maintenant, je vais faire un truc un petit peu plus velu. Je vais prendre des filtres FIR que je vais mettre en sortie. Et puis voilà. Le problème, c'est que le filtre FIR, selon le système qu'on a, on va calculer les coefficients avec un logiciel quelconque à côté, parce que lui, il n'est pas capable de le faire. Et donc, ce logiciel quelconque va fournir, éventuellement, sur un truc optimisé, une table de coefficients d'une taille donnée, qui permet d'obtenir telle ou telle correction que l'on a voulu. Sauf que le problème ici, c'est que les tailles, par exemple, des FIR, ce n'est pas des paramètres. Tout simplement parce que ça fait partie de la topologie du programme et non pas du type d'un simple paramètre qu'on change. Effectivement, ici par exemple, j'ai un FIR de 36 TAPS et un autre de 56. J'ai accès à ces 36 TAPS vu de l'extérieur. Je peux changer les coefficients, mais je ne peux pas dire je veux un FIR de 50. Je suis limité à un FIR de 36. Si celui que je veux faire est plus petit, tant mieux. Si j'ai besoin de plus, tant pis. Et je ne peux pas le changer parce que il n'y a pas de notion de mémoire dynamique dans ce style d'appareil. Il n'y a pas de notion d'allocation mémoire, de mémoire dynamique ou de choses comme ça. Et ça, le problème, c'est que tout ce qui est topologique, ne serait-ce qu'en niveau taille mémoire, au nombre de blocs et liaison entre blocs, c'est totalement figé en dur une fois pour toutes. Alors si c'est pour mettre ce truc-là dans une boîte autonome pilotée par un microcontrôleur qui est piloté par une interface utilisateur quelconque, eh bien, on est obligé de voir la topologie avec le maximum de choses pour pouvoir faire ce qu'on veut a priori. Mais ça a très très vite ses limitations. Le problème, c'est que on n'a pas énormément de mémoire. Alors si d'un côté je prends une correction FIR sur 8 canaux, hein, ce qui est déjà pas mal, vu la place mémoire que j'ai, je pourrais faire des FIR de je ne sais pas combien au maximum chacun, mais tous pareils, parce que je peux pas dire j'en ai des gros, des petits, ils sont tous pareils. Le problème, c'est que il suffit qu'il y ait d'un côté des canaux qui aient besoin d'un FIR de très grande taille parce qu'ils travaillent en très basse fréquence avec une fréquence d'échantillonnage élevée, et d'autres qui ont besoin d'un FIR très court. Je ne peux pas distribuer la puissance et la mémoire sur les canaux. C'est fixé en dur et puis c'est tout. Et ça, je trouve ça, c'est une limitation qui est vraiment, vraiment rédhibitoire. Le problème, c'est que ce qui n'est pas écrit explicitement dans les docs, c'est qu'il n'y a pas d'autre outil que ce truc-là avec ces blocs, ces trucs de Lego pour faire du soft avec ce DSP. C'est entièrement graphique avec une liste exhaustive de blocs et d'outils prédéterminés. Il n'y a aucun compilateur, aucun truc pour écrire son programme soi-même. Ça n'existe pas. Et c'est pas écrit, et si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté. Parce que cette programmation par bloc, ça va 5 minutes, mais dès qu'on veut faire des trucs sérieux, ça marche pas. Maintenant, imaginons que ici, je veuille faire simplement l'équivalent d'un DCX. Mais le DCX, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute des sections de filtrage au fur et à mesure, selon ses besoins et selon la mémoire disponible. Eh bien, on ne peut pas le faire avec cet environnement-là. On ne peut pas. On ne peut pas demander à un microcontrôleur de rajouter, par exemple, imaginons que j'ai un système de filtrage avec des biquads, hein, donc des trucs de deuxième ordre. Si je veux mettre des biquads, on va dire, standard, hop, je fous des biquads. Le problème, c'est que moi je veux une correction avec, je sais pas, j'aurais besoin de 4 biquads, eh bien, il faut que la topologie ait les 4. C'est-à-dire que le microcontrôleur ne peut pas dire, bon, au démarrage, mon programme, il n'en a pas, c'est tout droit entre l'entrée et la sortie, et éventuellement, si j'ai besoin, je vais rajouter
un biquad, 2 et 3 et 4. C'est-à-dire que je vais en rajouter, tant que j'ai de la mémoire, je peux rajouter. C'est-à-dire que au niveau microcontrôleur, je ne peux pas faire l'opération du style, je ne peux pas faire ce que je vais faire là. C'est-à-dire qu'au démarrage, j'ai ça, l'entrée va directement à la sortie. Je veux faire une correction pour un canal donné, donc je vais rajouter un biquad qui va me faire, je sais pas moi, un truc un shelving ou un truc comme ça. Niveau microcontrôleur, je ne peux pas faire ce que je vais faire à la souris. Je ne peux pas faire ça, effacer ça et connecter ça. Je ne peux pas le faire d'une manière programmatique de l'extérieur. Je suis obligé de mettre en dur tous les biquads possibles à la queue leu, en supposant que personne n'aura besoin de plus que ce que je vais mettre, et puis simplement de mettre tout droit, les mettre tout droit, et puis mettre des paramètres dans les uns les autres à la queue leu en fonction des besoins. C'est-à-dire qu'en gros, si j'en mets 10 par canal, et puis que c'est con, il y en a les 3/4 qui en utilisent aucun, et puis il y en a un, il en a besoin de 11, je ne peux pas le faire. Hein, et en plus, la mémoire est d'emblée prise, et il y a un gaspillage par le principe d'une topologie statique comme ça. Et ça, je trouve ça d'une limitation absolument incroyable. Mais moi, là, je vais spéculer sur la cause, mais je pense que c'est un pur positionnement marketing, ça n'a rien à voir avec de la technique. Je reste persuadé que ce truc-là, ce DSP-là, avec cette topologie d'entrée-sortie au niveau hardware, mais avec un environnement de développement standard de DSP, en plus de ce système purement visuel par bloc, il ferait un carton avec ça. Il vendrait ça par camion entier. Parce qu'il y aurait une demande considérable, il y aurait un moyen très rapidement de faire des structures et après de développer des choses particulières, de changer la topologie de manière dynamique et des choses comme ça. Mais ils ont bloqué, je pense sciemment, ce genre de truc pour s'arrêter juste à des blocs comme ça. Je pense que s'ils ouvraient avec des compilateurs, avec beaucoup de mémoire ou des choses comme ça, en fait, ça ferait concurrence à tous leurs autres DSP parce que beaucoup de DSP sont utilisés de cette manière dans ce contexte. Et malheureusement, c'est, je pense, un positionnement purement marketing qui fait qu'on est limité à ça. Alors, il y a d'autres choses qui sont très agaçantes. À force de l'utiliser un peu, il y a des choses qui sont vraiment agaçantes. Les fréquences d'échantillonnage, elles sont toutes en dur. On ne peut pas les changer. Voilà, on ne peut pas faire sa fréquence d'échantillonnage, sa fréquence de travail du système. On ne peut pas. Voilà, il n'y a que ça et il n'y a rien d'autre. Alors, si on veut le changer, il faut changer pour le bloc donné et dire, bon, à tel bloc, je vais travailler avec telle fréquence. Alors, si on a plein de blocs, on est obligé de tous les coltiner les uns derrière les autres. Hein, alors que ça sert simplement à faire propager ça à tous les blocs dont le calcul dépend de la fréquence d'échantillonnage. Bon, ça, c'est un truc, je ne comprends pas. Pourquoi on ne peut pas éditer une valeur là? Alors, il y a plein de trucs très agaçants là-dedans. Là, je ne les ai plus en tête. À force, c'est en l'utilisant que ça devient agaçant. Ça plante assez souvent. Ça, j'ai déjà planté plusieurs fois. Si le schéma tient pas dans la fenêtre, ah ouais, ça. Alors là, le truc, là, j'avoue, ce truc-là. Alors là, je suis là. J'ai une cellule ici du deuxième ordre, donc je peux la modifier. Je peux modifier les paramètres. Hein, je peux modifier le coefficient de qualité. Vraiment, tous les paramètres du truc sont modifiables. Je peux le bypasser. Alors c'est un paramètre le bypass. Hein, donc voilà, bon, très bien. Maintenant, le problème c'est qu'à un moment j'avais un truc avec beaucoup de choses, donc j'étais obligé de zoomer, de dézoomer comme ça pour voir les choses. Le problème c'est qu'une fois zoomé, on ne peut plus rien faire. C'est juste une image. On ne peut plus modifier les paramètres ni rien. En fait, ce qu'il faut, c'est retrouver le niveau de zoom normal. Alors je ne sais pas lequel c'est. À un moment on le voit. Je ne sais plus où. Non, je ne le retrouve pas. Ouais, c'est celui-là. Il faut tomber sur le zoom normal pour pouvoir éditer. Sinon, alors là, avant de comprendre que c'est à cause du zoom qu'on peut rien changer, que tout est... Alors là c'est n'importe quoi. J'avoue, pour un logiciel de modélisation graphique, c'est délirant, quoi. Je sais que c'est difficile de faire des contrôles d'édition de ce genre à échelle variable, mais bon, c'est fait en .NET, ils s'en vantent dans leur brochure, c'est fait en Microsoft.NET. Eh bien, ils n'ont qu'à faire ça en WPF, et puis voilà, c'est réglé. Mais franchement, alors là, avant de comprendre que c'est à cause de ça que ça marche pas, dis donc, c'était pas évident. Hein. C'est plein de trucs comme ça, en fait. C'est plein de trucs, on se demande ce que c'est, des trucs...
Il y a vraiment des choses qui sont vraiment chiantes, quoi. Euh, et en fait, on veut faire des trucs simples et souvent, ben, on peut pas les faire parce que, ben, à un moment ou à un autre, on est obligé de changer la topologie d'une manière dynamique quelque part. Alors, moi, le truc qui m'a le plus embêté là-dedans, c'est pas encore ça. C'est que je m'attendais à ce qu'il y ait, comme il y a les filtres FIR ici, je m'attendais à ce qu'il y ait les filtres IIR. Malheureusement, il n'y a pas. Alors que ça se calcule quasiment de la même manière qu'un FIR. Hein. C'est quasiment aussi compliqué. Il n'y a pas de raison. Question à Knock Device, où sont les filtres IR Si moi je veux faire un filtre IR de degrés 40 et 20, je veux dire comment je fais. J'ai quand même pas le factoriser pour l'exploser en biquad que je vais chaîner. Surtout que les biquads, dans ce cas-là, si j'ai un IR quelconque, le nombre de biquads va dépendre du nombre de pas du IR. Et donc je vais être obligé de quoi de mettre des dizaines de biquads à la queue leu et puis les mettre on-off selon le degré de mes IR, etc. Réponse de Analog. Oui, oui, vous explosez votre IR en biquad, vous utilisez MATLAB, comme si j'avais du pognon pour m'acheter une licence MATLAB, et puis vous faites des biquads enchaînés. Sauf que l'enchaînement des biquads, ça doit être dynamique, ça va pas être statique. Or, je peux rien faire de dynamique, donc je fais comment les réponses c'est ah si vous pouvez, mais c'est toujours des contournements, des trucs tordus. C'est à la fin en fait, je vais faire un truc qui a l'air simple conceptuellement parlant, mais en fait on peut pas le faire. Ça reste un jouet. Alors j'ai découvert que par exemple Mini DSP utilise ce style de truc pour leur DSP. Eh ben en allant voir leur logiciel, et on se rend compte évidemment que tout est codé en dur là-dedans. Pour un canal, on a le droit à 4 biquads, et puis c'est tout. Leur truc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions de mini DSP au niveau entrée-sortie, 4 entrées, 4 sorties, ou je sais plus quoi. Mais parce que ça aussi, c'est codé en dur. Par exemple, ça, le nombre d'entrées, là, c'est codé en dur aussi. Et, voilà, si si je veux rajouter des entrées par exemple connecter une entrée à une sortie de manière dynamique, je peux pas. Enfin, normalement, je devrais pouvoir en manipulant les registres de la puce, parce qu'on a quand même accès aux registres de la puce, on devrait quand même pouvoir faire quelque chose comme ça. Mais oui, faire un branchement entrée-sortie, mais insérer un bloc ou des choses comme ça, c'est même pas la peine. On ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Et ça, je veux dire, pour moi, c'est inutilisable. C'est vraiment le produit qui est super attirant au départ, mais en fait, dès qu'on commence à rentrer dedans, on voit qu'on peut rien faire avec, sauf jouer, quoi. C'est un jouet. C'est un jouet, un beau jouet, mais ça reste un jouet, on peut pas faire des trucs vachement évolués avec. Et c'est con, parce que vraiment, c'est exactement le DSP que je cherchais depuis longtemps, et c'est malheureusement exactement le truc inutilisable à cause de ces limitations à la con. Vraiment, c'est des limitations à la con qui m'insupportent. Parce que c'est voulu, je pense, au niveau marketing. Il n'y a pas de raison au niveau technique qu'il y ait des limitations de ce genre. Donc voilà, ça c'est mes premières impressions sur ce truc. Alors bon, ben, pour qui veut, moi je revendrai la carte, hein, elle m'est d'aucune utilité. J'essaie de trouver un autre DSP qui va permettre de faire ce que je veux, sauf que ça va être plus compliqué. Et c'est vraiment con. Donc là, j'avoue, c'est très frustrant de voir ce truc. Et ce que je le reproche en premier lieu, c'est que il n'indique pas clairement toutes ces limitations. Quand on les écoute, tout va bien, c'est super, c'est génial et tout. Alors il y a de l'ambiguïté partout, on a des boutons compile, link et tout ça, on se dit bon ben, c'est qu'il y a de l'assembleur, ou au moins du C ou des choses comme ça pour pouvoir programmer. Mais non, pas du tout. Il n'y a rien de tout ça, c'est que des blocs. Et puis si on est gentil, qu'on peut bien justifier son truc, ils peuvent développer des blocs qui rajoutent à leur librairie. Mais très bien, mais moi, c'est pas les blocs qui m'intéressent, c'est l'aspect dynamique du truc. C'est-à-dire distribuer la puissance du truc sur les différentes lignes des différents canaux, c'est la moindre des choses. J'ai pas gaspillé du processeur à mettre des trucs qui servent à rien, tout simplement parce que je suis obligé de faire une topologie du style qui peut le plus, peut le moins. Et ça, je trouve ça super con, surtout quand il n'y a pas beaucoup de mémoire et que bon, je suis limité aussi en puissance par échantillon. Dire quand je travaille à 130 128 kHz ou quelque chose comme ça,
j'ai qu'un nombre limité d'instructions par échantillon. Donc je vais pas gaspiller parce que je suis obligé de mettre plein de cellules qui vont prendre quelques cycles en plus parce qu'elles sont simplement là, alors que j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas normal. Alors il y a des moyens détournés de faire des choses. Il y a des... Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire réellement ce qu'on veut avec ça. C'est des switches. On peut faire des switches, par exemple des switches de un canal, c'est-à-dire qu'on peut rentrer un canal et le passer de l'un à l'autre. Alors, en faisant comme ça, on peut éventuellement court-circuiter une cellule pour que ça aille tout droit. Alors, au niveau exécution, comment ça se passe exactement? Est-ce que ça annihile bien le bloc qu'on court-circuiterait avec multiplexeur, des multiplexeurs? Est-ce que ça le fait exactement comme on pourrait le croire? Ça, je sais pas. Je sais pas. J'avoue, je sais pas ce que l'on peut faire avec ça à ce niveau-là. Sinon, effectivement, on pourrait vraiment court-circuiter des cellules pour que le flux de programme aille directement à la suivante. Mais bon, est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas. Et puis là, pour avoir des réponses, c'est top secret. Vraiment tout est top secret, on peut rien savoir. Ils veulent pas faire de compilateurs tout simplement parce qu'ils ont peur qu'on désassemble leurs petits blocs ici qui sont optimisés, ce qui est un argument idiot parce que celui d'avoir un compilateur C, l'assembleur on n'est même pas obligé de le connaître à la limite. Leurs blocs ils peuvent être linkés dedans et puis on sait absolument pas ce qu'il y a derrière et puis voilà, je veux dire il y a absolument aucune raison pour qu'il y ait ça. Alors ils ont limité la mémoire de telle sorte que en fait, la mémoire est exclusivement utilisée pour faire le calcul. On ne peut pas utiliser évidemment la mémoire pour avoir un gestionnaire de mémoire, pour avoir des choses annexes de ce genre qui permettraient de faire des trucs dynamiques. Il n'y a pas la place. Mais s'ils avaient foutu, je sais pas, 128 kilo de mémoire, RAM, programme, eh ben, là, on pourrait avoir un gestionnaire de mémoire dynamique, on pourrait avoir ce genre de truc, on pourrait écrire en C et puis c'est parti, quoi. On pourrait faire des structures complètes, ce genre de truc, et utiliser éventuellement leurs blocs en tant que sous-routine. Il n'y a pas de problème, et leurs blocs, ils resteront top secret et optimisés. Mais non, ça c'est voulu comme ça, je pense que la mémoire est petite, tout simplement pour empêcher, pour justifier le fait qu'ils ne peuvent pas mettre de la gestion de mémoire dynamique ou des choses comme ça, mettre des compilateurs, etc. Mais c'est une excuse, c'est tout, c'est un positionnement marketing. Et encore, là je parle de l'ADU 1452, c'est le plus gros. Il reste encore utilisable. Les autres, c'est carrément le délire avec les mémoires programmes de 501 mots. C'est vraiment ridicule, quoi, franchement. Hein. Alors, le dernier truc qui m'agace sérieusement chez Analog Device, c'est l'aide, la doc et tout ça. C'est leur site, c'est pas possible, quoi. Ça, ce produit-là, l'ADU 1452, quand on va sur la page du Sigma DSP, il n'est même pas dans le tableau des produits. Il n'y est même pas. Le seul moyen d'y accéder, c'est de faire une recherche. Leur truc n'est même pas à jour. L'aide de ce truc-là, ben c'est un wiki. Alors le wiki, c'est forcément le truc qui est jamais à jour, qui est toujours en retard et bien entendu, il y a 40 000 pages avec rien dedans. Et moi, je ne peux pas travailler qu'un wiki quand je veux utiliser un soft. Moi, ce qu'il me faut, c'est au moins un PDF que je peux imprimer et travailler avec. Je sais pas, 40 000 écrans pour avoir l'aide en ligne qui est mise en route. Surtout les wikis. En plus, leur site est d'une lenteur absolument effroyable. Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, le dernier truc là qui m'est sorti par les yeux chez Analog Device, j'achète cette plaque. Et cette plaque, on est obligé d'utiliser ce Sigma Studio. Bon, déjà, ok, très bien. Ok, soit. Mais il faut le télécharger, ce truc. Bien sûr, il n'est pas fourni avec. Il n'est pas fourni avec la plaque. Il faut aller le télécharger. Et pour télécharger ces softs-là, il faut rentrer nom, prénom, société, il faut rentrer toutes ces infos personnelles. On est obligé de montrer patte blanche dans tous les sens pour pouvoir avoir quelque chose qu'on est obligé d'avoir, sinon on ne peut pas utiliser. Moi, ça me sort par les yeux. Vraiment, c'est de plus en plus courant de voir ces fournisseurs. Pour avoir un truc, pour avoir une doc, pour avoir un truc, on est obligé de foutre ses coordonnées, tout ça, ça m'insupporte au dernier degré. C'est vraiment, ça me sort par les yeux, quoi. Pour aller sur les forums d'ingénieurs, etc., faut se loguer, si on veut, je sais plus, le truc qu'il a fallu faire, il a fallu que je donne finalement mon mail de société pour pouvoir
avoir accès à je sais plus quoi, parce que comme mon truc c'est en free.fr, ah ben non, c'est une adresse mail qui peut pas être utilisée pour faire toutes les... Parce que c'est une adresse mail qui n'est pas corporate, quoi. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut pas faire avec ce style d'adresse mail. Et putain, mais c'est pas possible, quoi. Donc, j'étais obligé de prendre mon adresse mail du bureau pour pouvoir avoir accès à certaines choses. Oh non, mais c'est infernal, quoi. Vraiment, c'est vraiment délirant. Pour obtenir le datasheet de la plaquette d'évaluation, il a fallu fouiller partout. Et finalement, j'ai réussi à la faire. Enfin, il a fallu se loguer et tout ça, puis finalement j'ai découvert qu'il y avait un autre lien pour l'avoir directement. Alors, bien sûr, la doc, le datasheet de la platine d'évaluation, un truc de 40 pages. La moitié, c'est comment installer un driver USB, et l'autre moitié, c'est le schéma et puis le circuit imprimé, les Gerber du circuit imprimé, on va dire. Le reste, c'est comment ça s'appelle manuel d'utilisateur, mais désolé, il n'y a absolument rien pour savoir comment l'utiliser. Il n'y a aucune aide correcte de ce truc à part l'aide de l'application ici. Il n'y a aucune aide nulle part. C'est pas possible, c'est n'importe quoi. À part le wiki, mais bon, le wiki, c'est une vaste fumisterie, quoi. Le truc, il a 2 ans de retard, c'est bon, quoi. Enfin bon, vraiment, il y a plein de choses comme ça qui fait que ce truc, c'est vraiment, ça fait vraiment amateur et ça fait vraiment limité, quoi. Donc moi, je vais essayer de trouver autre chose. Malheureusement, j'aurais bien voulu pouvoir utiliser ça parce que ça me plaisait bien. Ça collait vraiment bien dans un projet que je voulais faire, mais malheureusement, ben, c'est un joujou, quoi. Et puis c'est tout.